on fait pour mobiliser leur territoire, pour construire des partenariats avec différents acteurs sur leur territoire, savoir un petit peu tout. Comment aussi ils ont commencé, parce que quand il y a des projets qui existent depuis un certain nombre d'années, on voit que les partenariats qui sont étendus, il y a un vrai réseau. Mais voilà, comment aussi ils ont posé la première pierre de ces partenariats et comment ils ont réussi à mobiliser les gens autour d'eux. Donc, je vous laisse vous présenter peut-être déjà. Dominique Belli, donc je suis le maire de la commune de La Rivière. La présentation. Bonsoir, Cédric Blazinski, directeur de l'IMR à Périgueux, école de musique. Donc, voilà, justement, la question, c'est un petit peu comment vous avez, sur les différents projets que vous avez menés, comment vous avez pu travailler sur un territoire. Déjà, qu'est-ce que c'est pour vous le territoire d'action, on va dire, et savoir vraiment comment vous avez réussi à mobiliser les gens, les contacter aussi déjà, comment vous identifiez les acteurs qui travaillent en réseau, comment vous arrivez à... Vous avez réussi à faire votre place avec votre projet sur le territoire où vous êtes. C'est un travail de longue haleine, forcément. Moi, je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ça vous lasserait. Mais voilà, sur les actions que j'ai pu mener dans le passé sur Libourne, à travers les programmations libourniennes au départ, et puis après l'évolution avec la création d'un festival de théâtre de rue en parallèle de la programmation du théâtre. Il y a diverses actions que j'ai pu mener. Si on veut parler des territoires, Libourne est une ville-centre, et à une certaine époque, du festival de théâtre de rue, Festard, j'ai eu l'idée de pouvoir faire un travail sur le territoire rural. C'est parti de la création aussi des comités de communes, des communes d'agglomération, ainsi de suite. Et à partir de ces territoires qui se développaient, ces regroupements de communes avec justement des communes rurales qui étaient un petit peu un désert sur les pratiques culturelles. Et à partir d'un festival qui offrait des propositions qui étaient gratuites, qui allaient à la rencontre des publics, il y avait là une possibilité, un axe qui nous permettait d'aller directement rencontrer les gens. Mais comment faire pour les rencontrer? On n'arrive pas comme ça chez eux en tombant un chapiteau, ou même pas, une scène, et puis sur la place publique, on va décider qu'on va mettre un spectacle. Non, ça se prépare d'abord avec tout le réseau associatif qui peut exister. Donc ça demande une préparation qui est très longue, de rencontrer d'abord les équipes municipales, ensuite que les équipes municipales puissent mobiliser les associations qui sont sur le terrain. Moi, je ne les connais pas, donc c'est à eux de me les faire rencontrer. À partir de là, on commence à faire un petit peu des réunions de présentation de ce qui pourrait se faire chez eux, ce que je suis en capacité de leur proposer, de leur amener. Donc moi, je suis, en tant que professionnel, j'amène la partie artistique, je connais les problèmes techniques que représentent ces propositions artistiques, et ce que je leur demande, c'est d'être les relais, d'être les forces vives sur le territoire, et de travailler ensemble, de faire en sorte qu'on puisse créer un collectif, un groupe, qui va mener à bien un projet dans leur ville, dans leur village, et faire en sorte que pendant 2 jours, 3 jours, on puisse créer là un petit événement qui est porté par l'étiquette ou je dirais, la représentation forte que Festard pouvait avoir, dans le sens qu'il y a toujours cette image qu'avait développé le festival sur Libourne, et faire en sorte que bénéficier aussi de cette étiquette, de cette publicité, et ce nom porteur. Et donc après, c'est un travail vraiment de fourmi, de terrain, motiver les gens et faire en sorte qu'ils puissent se croiser les uns et les autres. Des gens qui ne travaillent jamais ensemble, les associations d'anciens combattants, le comité des fêtes,
le club de danse, le club de chasse. Voilà, c'est mélangé. Mais au bout du compte, on se retrouve avec 100 personnes qui sont autour de la table et qui sont motivées et qui ont envie de s'impliquer dans l'organisation de telle ou telle soirée. Alors les uns et les autres vont s'occuper des parkings, de la restauration, de ci, de là, de toute l'organisation, des petits détails. Et puis on arrive avec les artistes sont accueillis chez l'habitant, ou des fois pas. Et les premières expériences étaient avec le cirque bidon, des caravanes avec les chevaux de trait, ainsi de suite. Le chapiteau, il n'y en avait pas, c'était la piste qui était là. Et le chapiteau, c'était les étoiles, le ciel. Et d'un seul coup, les gens se mobilisent. Et c'est là, ça vit pendant plusieurs jours dans le village. Et là, il y a un attrait. Et il s'est passé des choses comme entre Génissac et Moulins. Une petite anecdote. 2 villages qui sont côte à côte, les comités des fêtes qui se parlaient plus, etc. Et puis on a monté cette opération ensemble. Et bien depuis, ils travaillent ensemble. Et voilà, il a fallu un déclic, il a fallu quelque chose qui se passe. Et c'est, je dirais, au fur et à mesure, ce travail qui a été réalisé sur le territoire et qui demande des relations fortes, humaines, avec des personnes qui ne sont pas du tout impliquées au départ et qui vont le devenir et qui vont s'approprier. Et c'est surtout ça qui est important, l'appropriation d'un événement. Il est le leur et c'est à eux de faire en sorte qu'il fonctionne. Puisque, bon, la publicité, ils peuvent en avoir, ils peuvent en bénéficier par rapport au nom du festival, au programme qui est édité, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce fait que les uns et les autres y participent. Et ce bouche à oreille, cette façon de construire et de réaliser, entraîne forcément un public derrière. Et pour faire un parallèle, alors ça, on a fait ça pendant 5 ans, et sur le territoire... L'agglomération n'était pas telle qu'elle est à l'heure actuelle avec la Cali, mais on était sur une quarantaine de communes. En 5 ans, on en a visité 25. Et les populations triplées, quadruplées. Et donc, forcément, il se passait ce coup de projecteur à un moment donné qui dynamisait à la fois le village sur un temps, certes, donné, mais il y avait derrière... forcément cette envie de reproduire, de refaire quelque chose. Et cette envie que ce festival revienne à leur rencontre, avec des demandes fortes de la part des élus de revenir, refaire encore une diffusion chez eux, ainsi de suite. Et puis, pour faire un parallèle, là, sur le front Sadé, eh bien, on est en train de construire un petit peu la même chose. Alors, il y a un festival que nous avons créé avec Gilles, avec Xavier du Château de la Rivière. On s'est appuyé sur un événement qui existait, sur une journée, et qui fédérait déjà beaucoup de monde. Et puis, on a monté en puissance avec un festival qui offre trois soirées. Des soirées qui sont thématiques, musique, cinéma, art de la rue, exposition, dégustation culinaire et viticole, mais tout ça dans un lieu qui est un peu magique, et c'est ce mélange des genres qui déjà interpelle à la fois le public, mais c'est aussi la mobilisation sur le terrain, qui compte encore, et là on retrouve cette mobilisation. Mon village, il fait 400 habitants. On a 70 bénévoles du village, et de quelques-uns d'autour. Mais 70 ramenés à 400 habitants, voilà, c'est énorme. Et c'est eux qui font que ce festival, il a en 2 ans, puisque c'est la 3e édition, il a pris une ampleur importante, il rayonne sur notre territoire et au-delà, parce qu'il y a aussi cette implication forte de tous ces bénévoles, et qui, eux, tissent autour d'eux tout un maillage de population qui les suit. Et donc, ce festival a entraîné aussi les élus de la communauté de communes à réfléchir sur la mise en place d'un vrai projet culturel, avec une compétence qui n'était pas active et qui va le devenir, avec un travail de fond qu'on est en train de mener, d'abord sur les établissements scolaires,
avec là, pareil, une itinérance sur l'ensemble de ce territoire, 18 communes, et à partir de ces 18 communes, on va travailler avec les instituteurs, avec tout le tissu associatif, et faire en sorte que l'on puisse apporter justement dans nos villages ce qui n'existe pas, les pratiques culturelles, et apporter toutes les expressions artistiques que les artistes voudront bien partager. Voilà. Les deux fonctionnent. Non, comme j'aime pas ma voix, surtout dans un micro, je vais éviter de prendre les deux quand même. Alors, l'IMR, Institut des musiques rock, école de musique, association loi 1901, qui existe depuis 1998. On est basé à Périgueux au départ, et il y a quelques années, il y a un projet qui a germé dans notre structure, qui s'appelle le projet Ruche, qui est né d'un constat de carence du modèle économique et de l'enseignement de la musique de façon générale. Donc nous, on ne travaille quasiment pas sur l'événementiel, on fait essentiellement de l'enseignement, de la médiation aussi culturelle, intervention centre de loisirs, etc. Et le constat qu'on a fait, c'est que notre modèle économique était caduque, mais que ce n'était pas un problème de chez nous, en fait, c'était un problème de secteur d'activité. Donc on a développé une stratégie sur deux axes. Un axe qui consistait à changer d'échelle pour notre structure en créant de nouvelles antennes, c'est-à-dire il y en a certains qui ont dit vous allez démultiplier les problèmes, en créant de nouvelles antennes d'écoles de musique sur le territoire de la Dordogne, sur des territoires ruraux, puisque notre corps là c'est une commune de moins de 135 habitants. Je trouve ça assez intéressant de se dire si on va monter une école là-bas, et si on prend le bassin de vie alentour, s'il y a 5000 personnes, c'est le bout du monde. Donc voilà, des paris un petit peu audacieux parfois, et un deuxième axe de travail qui consistait à se dire, si le problème est sectoriel, autant réunir tout le secteur de l'enseignement de la musique sur le territoire pour essayer de trouver des solutions communes. Donc deux dynamiques de coopération complètement différentes, une qui concerne, j'allais dire, beaucoup l'IMR en tant que tel et son modèle éco, et puis une autre qui concerne l'ensemble du secteur d'activité et son modèle éco. Tu posais la question tout à l'heure de comment vous avez rencontré des gens pour coopérer avec. Sans refaire toute l'histoire, je crois être inscrit dans des réseaux, ça permet de rencontrer déjà pas mal de monde, de récupérer de l'oxygène, de la matière grise, de l'information de façon globale. Et ça a fini par enrichir notre culture personnelle, qui fait que quand on va rencontrer d'autres personnes, on peut trouver une certaine légitimité ou donner un sentiment de légitimité à la personne qu'on a en face de nous. Ça me semble important. Et le deuxième élément qui est important, et vous en avez dit plein en fait là-dessus, c'est les histoires de personnes. C'est beaucoup de mise en relation. Moi je connais machin, je connais un tel sur tel territoire, sur telle structure, qui fait ci, qui fait ça. Je connais un maire qui a envie de faire rebouger sa ville, qui a envie de... Ça nous a permis de tisser du contact. Mais la question qu'il fallait qu'on se pose, nous, pour oser aller sur des territoires de 1000 habitants, 150 habitants, pour aller ouvrir des écoles de musique avec des emplois en CDI de profs de musique, c'était quelle était notre plus-value à aller sur ce territoire-là. Ne pas simplement avoir l'approche de on va implanter un lieu d'activité, mais vraiment se poser la question de quel rôle sociétal peut avoir notre structure sur le territoire. Et dans ce sens-là, la question de l'ancrage local, donc avec potentiellement les publics, avec les élus locaux, avec les acteurs associatifs ou pas d'ailleurs qu'on peut avoir sur le territoire, sont juste fondamentaux et centraux. Vous parliez tout à l'heure des bénévoles qui filent un coup de main et qui font quelque part que le projet peut voir le jour et être concret. Pour ça, il faut, je crois, travailler sur les notions d'intérêt partagé. L'intérêt immatériel, culturel, l'accès à la culture, éducatif,
mais aussi l'intérêt matériel concret. Quand on est intervenu, enfin, c'est pas une intervention puisqu'on a construit quelque chose, sur le territoire de Bourroux, sur le territoire de la Douce, donc 2 petites communes. On a fait un travail avec les acteurs locaux qu'on avait pu identifier, un travail de diagnostic du territoire, c'est-à-dire quelle est la démographie, quelles sont les attentes de ces populations, quel est le tissu économique, le tissu socio-économique, quelles sont les activités de type service public et dans quel état sont-ils et quelles sont les prévisions pour les 3 ans à venir, pour savoir comment le projet d'école de musique pouvait s'intégrer dans tout ça et venir nourrir ces dynamiques-là. Et finalement, sur chaque territoire, on a essaimé, il y en a 4 pour le coup aujourd'hui. On a des typologies de projets, d'acteurs aussi, qui vont être différentes à chaque fois, et des enjeux derrière le projet d'école qui vont être différents à chaque fois. Donc finalement, c'est la construction pour moi d'enjeux collectifs qui nourrissent cette coopération au travers des intérêts de chacun qu'on a intérêt à partager. J'espère que cette phrase était à peu près claire. Voilà. Sinon après, sur l'échelle réseau d'acteurs de l'enseignement, j'ai envie de dire, il y a une identification affinitaire qui s'est posée, c'est-à-dire on est tous sur le même secteur d'activité, on a tous exactement les mêmes problèmes de modèle économique, donc on a tous la même galère, c'est le principe de sympathie au sens étymologique, on peut souffrir ensemble, et à partir de là on n'a plus qu'à construire un avenir meilleur, donc on a différentes pistes de travail, et les enjeux qu'on va avoir sur ce type de coopération, au-delà d'avoir des intérêts communs, c'est d'avoir un partage de valeurs qui sont communes, pour pouvoir garantir que le jour où ça ira mieux, ça ne commence pas à tirer la couverture à soi, chacun de son côté. Voilà, je préfère m'arrêter là et laisser place à plein de questions s'il y en a. 2 questions justement pour enchaîner. Vous parliez très bien de la notion d'intérêt commun. La première question qu'on a envie de vous poser à tous les deux, c'est justement quand on va voir des acteurs extrêmement divers, comment on leur parle, quel langage on trouve pour leur faire comprendre qu'ils ont des intérêts communs et pour, si ce n'est imposer, au moins leur faire comprendre l'intérêt du projet qu'on est en train de développer pour le territoire et pour ses habitants. Et la deuxième question, je suppose que c'est un langage qui est sans doute évolutif au fur et à mesure des années, c'est comment est-ce qu'on fait durer ces partenariats, comment est-ce qu'on fait durer ces collectifs concrets, comment est-ce qu'on réussit à les ancrer à la fois dans le territoire, mais surtout dans la durée, à la fois pour pérenniser la manifestation et pour pérenniser l'apport structurel qu'on est capable d'impulser sur un territoire. Je pense que c'est plutôt à toi de répondre, dans le sens où tu travailles plutôt sur la transmission et l'éducation, et que moi j'ai travaillé sur la diffusion, et qu'on n'est pas sur le même schéma de rapport à la fois avec les publics, et nous c'est éphémère, alors que toi c'est sur la longue durée. Même si ce que l'on projette de bâtir ici sur le territoire du Front Sadé, c'est une autre vocation, une vocation qui est là pour s'inscrire dans le temps, dans la durée, et en même temps avec une phase assez intéressante, puisqu'on va accueillir en résidence des artistes qui vont rester des périodes longues pour aller à la rencontre de jeunes spectateurs, futurs spectateurs, des enfants, qui vont leur expliquer les métiers, les différents métiers du théâtre, de la musique, de la danse, de l'art plastique et autres, et ensuite leur montrer sur scène ce que c'est. Donc c'est un travail intéressant à long terme, parce qu'il a une transmission à la fois pédagogique et aussi un autre regard sur le spectacle. Mais la première partie sur laquelle j'ai développé est essentiellement sur la diffusion et la diffusion de spectacles. Donc on est sur l'espace de temps éphémère, mais en mobilisant des personnes qui vont justement être là sur un temps donné, mais qui donnent certainement l'envie de faire autre chose après. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour parler de ces partenariats dans la durée. Dans la durée, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Ceci dit, on peut avoir des pistes.
Je vais essayer de revenir sur la première partie de comment est-ce qu'on construit ou qu'on définit cet intérêt partagé. Bon, déjà, on s'est engagé sur ce projet. Je parlais de mutation de modèle économique, mais c'est surtout un projet sociétal qui se cache derrière, en se disant que quand dans un centre-bourg de 130 habitants, on arrive à faire passer 40 élèves par semaine, dont les 2 tiers viennent avec leurs parents, il y a matière à commencer à réalimenter un bar qui, dans un bourg de 130 habitants, n'existe plus depuis longtemps. Donc il doit y avoir moyen de refaire tourner du modèle économique, d'avoir des services de dépôt-vente type AMAP ou autre, du hypercafé, des espaces d'échange, plein de choses. Donc en fait, notre activité elle a cet avantage-là de faire passer pas mal de monde et de drainer de la population dans un rayon de 20 km qui peut assurer une certaine pérennité. Donc ça, c'est un petit peu l'atout avec lequel on peut venir sur un territoire pour dire voilà ce que nous, on peut vous apporter. Ça, on peut faire presque malgré nous, en fait. Donc c'est avec cette force de conviction sur, je ne sais pas si c'est une transformation, une correction sociétale, enfin une approche sociétale, qu'on est allé là-dessus. Sur l'approche en tant que telle, donc sur le volet un peu plus négociation partenariale, conclusion partenariale, on a fait un gros travail en fait de fond sur le champ des valeurs, des dynamiques, des principes qui pouvaient nous animer, avec des ancrages sur la question de l'éducation populaire, sur la question de l'économie sociale et solidaire, sur la RSO, enfin sur tout un tas de volets un petit peu barbares qui peuvent ressembler à de la novlangue, mais derrière lesquels il se passe quand même des choses super intéressantes. Et pour donner un ordre d'idée, je pense que je suis allé voir un peu plus de 40 maires de communes sur la Dordogne en 2017. À l'époque, on en a retenu 2 territoires. Alors, quand je dis maire de communes, c'est maire de communes et associations et acteurs locaux. On en a retenu 2 pour faire un essaimage, parce que le champ de valeur n'était pas nécessairement partagé, ou parce que notre implantation aurait créé un conflit d'intérêts avec un autre acteur d'enseignement qui n'était pas nécessairement très très loin. Et cette déontologie là, je ne devrais pas dire ça moi, de dire, sur le principe, on vous propose de créer une école de musique chez vous, mais par contre, si on identifie qu'il y a déjà quelqu'un d'autre, notre proposition devient de fait nulle et non avenue, quelle que soit la qualité et la nature de ce que fait la personne sur le terrain. On ne va pas s'implanter sur un espace qui est déjà pris. Donc ça, c'est des trames d'application du champ de valeur. Le deuxième point qu'on amène lors de ces rendez-vous, c'est la présentation de ce qu'on est, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on pense pouvoir amener sur un territoire, et le démarrage d'un diagnostic à la va-vite, en un quart d'heure, 20 minutes, essayer de voir un petit peu ce qui existe et de brosser un petit peu le territoire. Et on arrête le rendez-vous à peu près sur ce point-là. Et on essaye de se revoir 1 mois, 2 mois plus tard, pour avoir une deuxième session de travail où on peut avoir mûri un petit peu chacun de notre côté, où on peut avoir pris d'autres contacts, rencontrer d'autres personnes, pour envisager derrière de construire clairement un projet stratégique sur une échelle de 3 à 5 ans pour le territoire. C'est-à-dire, ok, on peut faire de l'activité de cours de musique, mais sur le principe, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Comment est-ce qu'on peut renforcer le tissu local? Comment est-ce qu'une école de musique, par exemple, peut servir la fréquentation d'une école primaire pour éviter qu'il y ait des classes qui ferment, évitant que la population du territoire disparaisse et aille déménager à 25 km de là pour avoir d'autres écoles? Enfin, ce sont toutes ces problématiques-là qui se cachent derrière. Et quand on va faire ces choix d'essaimage, on prend aussi le risque d'aller sur des territoires qui sont en cours de désertification et sur lesquels on essaye d'enrayer ce processus-là avec les outils que nous on connaît et qu'on peut avoir. Et quand je parle d'intérêt partagé, finalement on est vraiment là-dessus. Nous on a un intérêt pour cette problématique de désertification. La commune et les acteurs locaux ont exactement la même problématique, donc comment est-ce qu'on peut s'enrichir mutuellement pour construire quelque chose? On va peut-être laisser la parole si quelqu'un a une question, peut-être, nos intervenants sur ce. Ouais. J'ai pas compris au début, Cédric, de ton intervention.
tu as dit que le modèle de l'école de musique n'était pas forcément rentable, en gros. J'ai pas compris comment tu es passé par rentable à l'équilibre, en tout cas. Alors, je ne suis pas passé de pas rentable à rentable. Je suis passé de pas rentable à très peu rentable. Le modèle économique basique, alors je n'ai pas parlé du modèle des conservatoires ou du prof indépendant, bien qu'on les a intégrés dans le proto-réseau qu'on a construit. Mais sur le modèle de l'association, généralement, ce que l'élève paye finance ce que coûte le prof. Et toutes les fonctions support, la communication, le comptable, le truc, le machin, le directeur, tous ces machins-là, ça coûte des sous, et les seuls sous qu'on ait, c'est les subventions publiques pour le prendre en charge. Et comme les subventions publiques sont à la baisse et que le reste est à la hausse, ça pose un problème mécanique. Donc finalement, l'activité de cours, elle s'autofinance, mais ce sont les fonctions support qui, elles, sont pressurisées avec le temps. Comment est-ce qu'on a fait pour passer d'un système non rentable à un système presque vaguement rentable? On a serré la ceinture, on a retravaillé un petit peu le modèle de tarification, mais surtout on va sur des perspectives, donc c'est pas encore opérationnel ça. On va sur des perspectives de coopération avec d'autres types d'acteurs et sur une diversification d'activités économiques. Là on vient de passer un deal, alors c'est un deal top là dans la main. C'est pas un contrat, c'est un contrat mental, avec ce qui est le dernier magasin de musique de Dordogne, qui a 3 implantations en fait sur le territoire, plus une à Marmande, implantation sur les gros bassins de vie, mais pas sur les petits. Et le premier concurrent des magasins de musique, c'est Internet. Donc la ruralité invite à cliquer sur Internet, puisque maintenant on a même la fibre dans des communes de 130 habitants. Et puis ça arrive à domicile, c'est tellement plus simple, mais c'est tellement moins bien. Donc nous on a passé un deal avec ce magasin-là, qui fait que toutes les ventes qu'on prescrit, entre guillemets, on va pouvoir retoucher 7% du montant de la vente. Alors on se dit comme ça, c'est que dalle, 7% sur une guitare à 200 balles, on vient de toucher 14 €, ouais, c'est la fête. Sauf que 7%, c'est 7 fois plus de marge que ce qu'on fait sur un cours. Quand on vend un cours pour 100 € de cours, on gagne 1 € d'excédent pour financer les fonctions support, et que le chiffre d'affaires de la vente de matériel de musique est quasi identique à celui du chiffre d'affaires de l'activité école de musique. Ce qui veut dire qu'on fait vendre, ou on permet la vente, ou on intervient dans la vente d'autant de chiffre d'affaires que ce qu'on fait en cours. Sauf que là-dessus, on peut toucher 7% et qu'on n'a pas plus de travail, puisque quand un élève nous demande ce qu'il peut acheter comme matos, on lui dit. Donc là-dessus, on a des perspectives qui sont plutôt positives, mais ça à l'échelle réseau. C'est pour ça que je parlais d'enjeux de gouvernance. Aujourd'hui, c'est un secteur en souffrance. Il y a un principe de sympathie qui fait qu'on fonctionne bien. Demain, s'il y a de l'argent qui commence à tomber, comment est-ce qu'on va pouvoir se le re-rendre utile au secteur d'activité sans forcément... Enfin voilà, il y a la notion de partage, mais ça dépend comment on partage. Quel est le gâteau et comment on met en place. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces fonds pour aller financer des fonctions support qui manquent à nos structures, type communication, fonctions numériques, etc. Donc financer des fonctions de type réseau. Et là aussi, ça va permettre à tout un tas de profs qui exercent déjà de conforter des compétences, de compléter des compétences, tout en émergeant sur des financements de formation professionnelle qui, même s'ils sont à la baisse, sont clairement beaucoup plus rentables que le cours individuel de musique à un gamin ou un adulte. Et ça aussi, ça va pouvoir représenter des abondements de financement pour l'ensemble du réseau. Ça répond un peu mieux à la question ? Carrément. Ouais. Donc on est sur des dynamiques qui sont enclenchées, pas encore avérées. On a fait un peu de mesures correctives pour passer du moins 3% de rentabilité à plus 0,68. Ouais, on a bientôt au pourcent de rentabilité, c'est bien. Donc il y a encore du chemin. Après, il y a d'autres axes de diversification qui sont envisagés. Est-ce qu'il va être opportun ou pas de les mettre en place ou de s'adosser à d'autres dynamiques existantes? Ça va faire partie de ce qu'on va réfléchir dans les mois qui viennent, mais notamment en allant sur la création
d'un fonds de dotation qui viennent prendre en compte spécifiquement les problématiques que je viens d'évoquer, c'est-à-dire celles de l'enseignement, mais celles de la ruralité, etc. Et de la reconstruction du tissu local en milieu rural. Voilà. Merci Cédric. Dominique Constantino. Non, pour simplement conclure et sortir des chiffres et sortir des ratios, tout simplement, bon, je pense que tout ce qui nous anime à nous tous, c'est le spectacle vivant, la culture, et que si on est là, c'est parce que, et on est toujours là, c'est parce qu'on est passionné et qu'on a envie de transmettre cette passion.